Aujourd'hui, le 15 juin, et permettez-moi de vous souhaiter une bonne journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des aînés. Et par le fait même, la bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre de cette journée d'importance pour une cause primordiale. Mon nom est Marie-Claude McNicol et je suis une des coordonnatrices régionales spécialisées dans la lutte contre la maltraitance. Ainsi, du nord du Québec et de la Côte-Nord jusqu'au sud du Québec, Montréal, Laval, Montérégie, de l'Abitibi, les Laurentides, la Naudière, le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie, Gaspésie-les-Îles, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale, Nationale, Chaudière-Appalaches, les coordonnatrices régionales se sont concertées afin de vous présenter la conférence d'aujourd'hui. Nous espérons qu'à la fin de cet exposé, vous puissiez repartir avec une mobilisation renforcée ou encore remobilisée pour aborder la gestion des situations de maltraitance avec vos partenaires habituels. L'idée du thème nous est venue de vous, chers partenaires, dans la lutte contre la maltraitance. Que vous soyez intervenant du réseau communautaire ou celui de la santé, policier, curateur, gestionnaire, responsable de ressources d'hébergement, qui n'a pas eu un jour l'impression de tourner en rond dans une situation de maltraitance, d'aboutir à rien et de parfois se lancer la balle? Si c'est arrivé, il y a fort à parier que vous étiez en présence de valeurs qui s'opposaient ou encore face à un dilemme éthique. Et c'est justement sur ce thème que nos deux invités d'aujourd'hui nous diront que les questions éthiques devraient guider l'action et non la freiner. Tout à l'heure, je vous lirai un cas de maltraitance qui peut être arrivé dans une région près de chez vous, qui sait, et à lequel les conférencières feront référence tout au long de leur exposé. Avant de vous les présenter, je vous décris rapidement le déroulement de l'activité. Comme vous le constatez, nous sommes nombreux et je vous demande vraiment, mais vraiment de porter une attention particulière à ce que votre micro soit fermé et le demeure tout au long de la conférence. Ceci a pour but de limiter les interférences, les retours de son, puis de s'assurer que l'enregistrement soit de bonne qualité. Si jamais, je peux aussi, si vous sentez que ça commence à moins bien aller, je vous inviterai également à fermer vos caméras. Parfois, quand on est beaucoup, il arrive des pépins. L'exposé devrait durer à peu près 50 minutes. Ensuite, il va y avoir une période de questions, 20-25 minutes. Si vous souhaitez vous en adresser une question, vous veillez l'inscrire dans l'option « Conversation » qui apparaît dans le bandeau du haut. Mes collègues Audrey Walsh, Kathleen Gagnon et Linda Bérubé les rapporteront. Toujours dans le fil de discussion, plus tard, je vais placer un court sondage pour connaître votre appréciation de l'activité. Votre avis est important parce que ça nous permet de nous améliorer d'une année à l'autre. C'est 4 petites questions très courtes. Enfin, l'enregistrement, comme je vous dis, de l'exposé va être accessible, mais quelques jours après la conférence, via la chaîne YouTube de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Pour y accéder, rendez-vous au www.maltraitancedesAînés.com en un seul mot et sans accent. Je suis heureuse de vous présenter Mme Alice Casagrande. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'Université de Cambridge et de l'École des hautes études en sciences sociales. Madame Casagrande a exercé dans l'univers associatif et public et s'est spécialisée dans la lutte contre la maltraitance des publics vulnérables. Depuis 2019, elle préside en France la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. Elle est l'autrice de « Ce que la maltraitance nous enseigne » et « Éthique et management du soin et de l'accompagnement ». Bienvenue, Madame Casagrande. Très heureuse de vous savoir parmi nous. Bien, merci beaucoup d'être avec vous. Oui, puis contente que ça fonctionne bien, le son aussi. Bien on ne voit pas. Que pour on ne voit pas. Et la contribution aux connaissances de Marie Beaulieu soit connue, il importe de vous la présenter comme il se doit. Membre de la Société royale du Canada, Mme Beaulieu est professeure titulaire à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS-Estrie, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Depuis 2010, Mme Beaulieu est titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, financée par le gouvernement du Québec. Saluons au passage les collègues du secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Depuis 2017, Mme Beaulieu co-dirige un centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé qui traite des environnements favorables amis des aînés, lutte contre la maltraitance. À ce titre, Mme Beaulieu a notamment aussi été membre de l'équipe de direction des travaux de consensus internationaux établissant les priorités en matière de lutte contre la maltraitance incluses dans la programmation de la décennie pour un vieillissement en bonne santé 2021-2030 de l'OMS. Bienvenue, Mme Beaulieu. Maintenant, je vais vous faire la lecture d'un cas de maltraitance. Je vais essayer d'y aller quand même assez rapidement. Cette situation-là n'a pas pour but de juger de la pertinence des interventions qui ont été réalisées, mais bien d'ouvrir sur une réflexion éthique. Alors, le cas se lit comme suit. Depuis plusieurs années, Madame, 91 ans, habite dans sa maison avec sa fille, ses 4 petits-enfants et récemment le nouveau conjoint de sa fille. Madame a un diagnostic d'Alzheimer depuis 2018. Elle est déclarée inapte au bien et à la personne, a besoin d'aide pour l'ensemble des activités de la vie domestique et de la vie quotidienne. Madame est confinée à sa chambre sans téléphone, se fait exclure de la vie familiale ainsi que des espaces communs par sa fille et ses petits-enfants. Il lui mentionne qu'elle dérange. Elle se fait dire des commentaires dénigrants. Sa fille disqualifie ses capacités. Tu n'es plus capable de rien faire. Tu fais juste nous nuire. Et ce, parfois devant la travailleuse sociale. Madame vit de l'intimidation par des propos répétitifs de sa famille sur le fait qu'elle doit aller vivre ailleurs. Une tuméfaction à l'œil et des échymoses sur le corps ont été constatés par la TS ainsi que le personnel du centre de répit. Pourtant, Madame n'a aucun problème de mobilité ou de santé pouvant justifier son état. Et quand on la questionne sur les circonstances, elle dit ne pas s'en souvenir. On remarque également des indices quant au non-respect de ses droits. Lorsque le nouveau conjoint de sa fille a emménagé dans la maison, ils ont vendu les meubles de Madame sans son consentement, sous prétexte que ceux de Monsieur étaient plus beaux. Le nouveau gendre aussi a été agressif en tenant des propos inquiétants devant Madame en présence de la travailleuse sociale. Il a dit qu'il allait arrêter de la nourrir pour qu'elle meure. Si elle tombait dans les escaliers, est-ce que ce serait suffisant pour que vous l'hébergiez? La travailleuse sociale a constaté beaucoup d'impatience de la fille envers sa mère. Elle a aussi fait, la fille, une grosse crise avec des cris, des pleurs devant elle et sa mère. Des informations sur les personnes présumées maltraitantes. Il s'agit d'une femme, d'un homme, de 4 petits-enfants. Tous sont âgés entre 14 et 45 ans, sans antécédents criminels. Le statut psychologique de la fille, dépression majeure avec idéation suicidaire, troubles de personnalité, un suivi via les services de la direction de santé mentale de l'établissement où elle habite. Les petits-enfants, ils sont tous suivis par la direction famille, enfance, jeunesse. Le plus âgé des petits-enfants est en dépression majeure avec idées suicidaires. Un autre, un trouble anxieux, des idéations suicidaires. Les 2 autres, un TDAH avec trouble d'opposition, comportement violent. Quelques faits avant de passer la parole à nos conférencières. Une demande d'hébergement a été effectivement faite par la fille. Une intervenante a réalisé l'évaluation, a proposé des services de soutien à domicile pour que Madame puisse demeurer chez elle le plus longtemps possible, et ça, dans le respect de ses volontés. Tous les services ont été refusés par sa fille car elle exige que sa mère soit hébergée. La fille a fait une crise, menacée de se suicider si sa mère ne sortait pas de la maison. Son conjoint, comme je vous le disais précédemment, a démontré de l'agressivité avec des sous-entendus. À la suite de ces événements, la fille a été hospitalisée en psychiatrie pour environ 48 heures et dès le lendemain de sa sortie, elle a conduit sa mère à l'urgence de l'hôpital, la laissant là seule. Madame a donc été admise à l'hôpital pour sa protection, donc hébergée, même si aucune condition médicale nécessitait son hospitalisation. Les médecins de l'hôpital ne veulent pas cautionner nécessairement une ordonnance de soins et d'hébergement car en mettant en place des services à domicile, ils estiment que Madame pourrait retourner vivre probablement chez elle. Mais devant le refus de sa fille, il n'y a pas nécessairement eu de tentative de retour à domicile avec des services. La fille habite dit que sa mère ne peut vraiment plus rester là et refuse catégoriquement toute discussion sur son retour, même parfois allant jusqu'à avoir des comportements de décompensement devant le personnel à l'hôpital. Il y avait aussi une pression de la part de l'hôpital pour que Madame retourne chez elle le plus rapidement possible
parce qu'elle occupait un lit sans être malade, et ça en pleine 5e vague de la pandémie. Donc, une plainte a été faite à la police aussi, rapportant les propos du conjoint. L'objectif était juste de prouver que la sécurité de madame pouvait être compromise, mais la plainte n'a pas été retenue faute de preuves. Des démarches ont été entreprises pour savoir si l'évincement de la famille à court terme pouvait s'avérer une solution. Madame est dans sa maison, mais l'urgence sociale a indiqué que cette famille se retrouverait elle-même en situation de précarité et de vulnérabilité, car présentement, à ce moment-ci de l'année, c'est très difficile de trouver un loyer à coût modique pour 6 personnes. De plus, comme il vivait déjà avec madame depuis des années, il était difficile pour un tribunal administratif de prendre une décision dans ce sens. Donc, cette situation-là, que je vous ai fait rapidement, a nécessité l'expertise de divers partenaires. Plusieurs rencontres ont été réalisées afin d'explorer des pistes de solutions. Chaque fois, il y avait des avenues différentes qui étaient envisagées. Parfois aussi, il n'y avait pas des consensus francs. Donc, comme je vous le disais, ici, ce n'est pas la perspective clinique, c'est la perspective éthique qui nous intéresse. Et je devine également que c'est probablement le propos de nos conférencières qui vous intéresse bien plus que de m'entendre. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Marie Beaulieu et à Alice Casagrande. Et à tous, je vous souhaite une excellente conférence et une très belle journée du 15 juin pour souligner la lutte contre la maltraitance. Merci beaucoup, Marie-Claude Nicole. Je veux te dire, Marie-Claude, que malheureusement, on ne te voyait pas. Fait que beaucoup de gens ont fait le commentaire dans le chat. C'est des choses qui arrivent par moment quand on est plusieurs à l'écran. Ah, tiens, là, tu viens d'apparaître. Désolée, erreur de débutante. Aucun problème, mais en fait, les gens s'inquiétaient. Donc, vous voyez que Marie-Claude est bien là. Ce n'est pas juste une voix en arrière-champ. Écoutez, un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans une activité qui est intéressante parce qu'on a la chance de joindre deux voix. Une voix qui vient de France, celle d'Alice Casagrande, et ça a été nommé tout à l'heure Alice Casagrande, et vous allez me permettre de l'appeler Alice parce qu'habituellement, on se tutoie à l'extérieur, donc ça devient un peu compliqué de faire des Madame Casagrande ici. Mais comme vous savez, au Québec, chez nous, ce n'est pas un manque de respect. Puis je pense qu'Alice est maintenant habituée à nos tutoiements rapides. Donc, Alice est vraiment formée en éthique, ce que je ne suis pas. Par contre, j'ai introduit assez rapidement dans ma carrière de chercheur la dimension éthique et j'ai même eu le plaisir, en tout début de carrière universitaire, d'être professeur à la maîtrise en éthique à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, vous allez voir qu'on aborde les choses différemment, mais de façon très complémentaire. Et tout de suite, je vais partager mon écran pour vous montrer mon PowerPoint et débuter. Vous saurez me dire à ce moment-là s'il y a des enjeux. Mon Dieu, j'ai fermé beaucoup de fenêtres, mais malgré tout, ce ne sera pas long. Je vais juste trouver le bon endroit pour bien... Je vais mettre en mode de projection. Et là, c'est très surprenant parce que je n'arrive pas du tout au début de ma présentation. Excusez-moi, je vais vous faire un petit flashback derrière. Donc, est-ce que tout va bien? Vous me voyez bien? Oui? Vous voyez le PowerPoint? Tout va bien. Super. Alors, on y va. Donc, notre présentation commune, on l'a appelée « Dilemme éthique et ressources dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées ». Et je rappelle, bien que ça a été très clairement nommé par Marie-Claude, que je suis titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées depuis 2010 maintenant. Ce mandat de chaire vient d'être prolongé par d'excellentes nouvelles que plusieurs d'entre vous avaient dû entendre au cours des derniers jours, c'est-à-dire dimanche matin, il y a eu une conférence de presse et lundi après-midi, il y a eu un webinaire pour lancer le 3e plan d'action sur la maltraitance envers les personnes aînées. Donc, merci au gouvernement du Québec de financer une telle chaire. C'est la seule au monde qui est spécialisée dans la lutte contre la maltraitance. Donc, pas juste la seule en français, mais vraiment la seule au monde. Ce qui montre vraiment qu'au Québec, on a reconnu depuis longtemps l'importance du dialogue entre la recherche, la pratique et les planificateurs de politique publique. Je suis à l'Université de Sherbrooke et la chaire est sise au Centre de recherche sur le vieillissement. Ma première partie, en fait, Alice fera la seconde, va aborder 4 points. D'abord, un bref rappel du contexte actuel, où je viens de vous dire on a un nouveau plan d'action, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, un bref rappel de ce qu'est l'éthique, parce que souvent on entend le mot éthique, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Ce n'est pas nécessairement commun.
Le grand dilemme éthique sur lequel j'ai travaillé depuis les années 2000, c'est l'opposition, mais je vous dirais beaucoup plus l'équilibration entre deux perspectives qui sont l'autodétermination des personnes aînées versus le besoin des protéger. Donc, vous voyez que c'est très volontaire d'avoir mis un « et » un « ou ». Et en fait, pour moi, c'est toujours un « et » parce que même si on est beaucoup dans un, on n'oublie pas l'autre. Et le dernier point que je me suis permise d'introduire, c'est toute cette réflexion sur votre propre autonomie professionnelle, parce que les questionnements éthiques mènent à ce genre de réflexion. Donc, bref rappel du contexte. Bien, on a une nouvelle définition de la maltraitance au Québec. Alors, de plan en plan, on a bonifié nos définitions pour arriver à quelque chose de plus complet. Alors, je vous lis cette définition qui est maintenant en force depuis dimanche matin. Elle dit « Il y a maltraitance quand une attitude, une parole, un geste ou un défaut d'action approprié, singulier ou répétitif, se produit dans une relation avec une personne, une collectivité ou une organisation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause intentionnellement ou non du tort ou de la détresse chez une personne adulte. » Je vais décortiquer avec vous parce que je vais vous nommer clairement les changements. Donc, avant, on parlait plus de gestes ou d'absence d'action. On a élargi pour reconnaître des attitudes, donc le non-verbal, qui peut être très, très, très maltraitant sur un plan psychologique. On a aussi reconnu la question des paroles, donc la façon de s'adresser aux gens. Et encore là, dans les paroles, il y a à la fois ce qui est dit, mais il peut y avoir tout le ton avec lequel les choses sont dites. L'autre changement qu'on a fait, c'est qu'au Québec, on a voulu s'émanciper d'une définition de la maltraitance où ce serait une personne envers une autre pour reconnaître que oui, il peut y avoir des dynamiques interpersonnelles, mais en fait, on sait que c'est très souvent aussi au sein d'une collectivité ou d'une organisation où ça peut se passer. Et le dernier changement que l'on a fait, c'est maintenant, on ne parle plus juste de personnes aînées, on parle bien de personnes adultes. Pourquoi on a fait ça? C'est qu'il y a une volonté de s'arrimer avec la loi L6.3, qui est en force depuis mai 2017, mais qui a surtout été renforcée par de nouveaux articles en avril dernier, où on parle d'une personne adulte en situation de vulnérabilité. De plus, vous le savez comme moi, une personne aînée, c'est avant tout une personne adulte. C'est juste un adulte un peu plus âgé que la moyenne des gens. En termes de forme et de type de maltraitance, nous sommes restés exactement sur la même nomenclature que dans le deuxième plan d'action, c'est-à-dire deux formes de maltraitance, qui sont soit la violence ou la négligence, et 7 types, le psychologique, le physique, le sexuel, matériel et financière, l'organisationnel. Et vous voyez que j'ai mis violation des droits et agisme en rouge, et ça, c'est la nouveauté. C'est qu'on reconnaît que dans toute situation de maltraitance, il peut y avoir de la violation des droits et il peut y avoir de l'agisme. Autrement dit, ces deux types-là peuvent être transversaux à tous les autres. Et on continue à dire au Québec qu'une maltraitance n'est pas nécessairement intentionnelle, elle peut être non intentionnelle. Et si je vous le précise, c'est que quand je travaille avec les gens de l'Organisation mondiale de la santé, pour eux, c'est nécessairement intentionnel. Donc là-dessus, au Québec, on se distingue en disant ce qui compte, c'est la résultante et non pas l'intention. Je vous rappelle aussi en termes de contexte qu'on a des chiffres québécois et on est très, très content de ça. C'est une étude, APAC, ça veut dire l'étude sur la maltraitance des personnes aînées au Québec. Ça a été mené par l'Institut de la statistique du Québec dans une approche partenariale où il y avait plusieurs acteurs et moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec eux dans cette recherche-là, où on nous dit 5,9 des personnes aînées auraient vécu de la maltraitance dans les 12 mois précédant la collecte de données. Et, fait important, vous voyez qu'il y a une bonne différence selon le genre. En fait, c'est 5,9 si on fait tout genre confondu, mais si on regarde le genre, c'est 7,4 des femmes et 4,2 des hommes. Donc, ça veut dire qu'une première attention doit toujours être donnée sur la dimension sexe ou genre dans nos travaux en matière de maltraitance. L'autre chose que cette étude nous a révélé, toujours dans les 12 mois précédant la collecte de données, c'était la maltraitance psychologique qui était la plus présente, en fait 4,6
Et vous voyez que les autres pourcentages peuvent être assez petits, hein, moins de 1 donc 0,8 à la fois pour la maltraitance matérielle et financière ou pour la maltraitance physique, et 0,4 pour de la négligence physique ou de la maltraitance sexuelle. Donc, on comprend que très souvent, c'est la maltraitance matérielle ou financière qui est peut-être la plus visible, la plus nommée, la plus rapportée, mais dans les faits, c'est le psychologique qui est beaucoup plus prégnant. Là, je ne vous ai pas mis d'autres diapos là-dessus, mais c'est important de vous dire qu'il y a des gens qui vivent 2 et 3 situations de maltraitance de façon concomitante, ce qui complexifie les interventions parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment être capable de saisir l'ensemble des dynamiques, des types et des formes. L'autre élément qui me paraît important à rappeler, c'est qu'au Québec, on a un continuum de services. Donc, on fait de la prévention, du repérage, de l'intervention, mais en plus de ça, on a des lois, on a aussi tout un volet qui vise à reconnaître la maltraitance. Et les réflexions, les questionnements, voire les dilemmes éthiques peuvent survenir dans chacune de ces étapes. Excusez cette diapo en anglais, ça vient de sortir, c'est tout nouveau de ce matin. Alors, Marie-Claude, en me présentant tout à l'heure, disait que j'ai eu le plaisir de travailler avec l'Organisation mondiale de la santé dans les derniers mois pour faire en sorte qu'on soit capable d'établir les 5 priorités mondiales de lutte contre la maltraitance pour la décennie du vieillissement en bonne santé qui dure de 2021 à 2030. Les 5 grandes priorités, c'est de combattre l'agisme, c'est d'avoir plus de données et de meilleures données, donc des données plus fiables, d'être capable de s'évaluer en termes de coûts et rendement dans nos différentes solutions, donc être capable de bien choisir qu'est-ce qui fonctionne, d'être capable aussi de faire des cas de façon très, très claire sur comment adresser le problème et surtout comment bien dépenser notre argent. Donc, faire des bonnes dépenses en matière de lutte contre la maltraitance. Et le dernier point, c'est de continuer à amasser des sous pour être capable de lutter correctement contre ce fléau. Écoutez, j'aimerais ça qu'on en reparle tout à l'heure dans la partie de la discussion, mais je pense qu'au Québec, on est drôlement bien positionné. Le plan d'action qui a été lancé dimanche matin, vous l'avez probablement entendu, c'est 50 millions de dollars investis sur 5 ans. Honnêtement, j'ai vu ça nulle part à travers le monde. Donc, on a l'ambition de nos moyens, on a plusieurs mesures et tous les éléments que je viens de nommer là sont clairement des parties prenantes ou en fait des éléments qui sont inscrits dans les différentes mesures du plan d'action numéro 3. Maintenant, je passe à la dimension éthique qui est le thème de notre journée. D'abord, peut-être se donner une définition de l'éthique et je suis convaincue que Alice pourra souhaiter par la suite amener un certain nombre de nuances. Je repars de travaux de Pierre Fortin, qui est un éthicien québécois, qui définit l'éthique ainsi. C'est un discours appréciatif proposant un art de vivre. Donc, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est vraiment quelque chose qui s'ancre dans l'art de vivre. Il porte sur le jugement qui commande l'action morale et plus particulièrement sur les éléments suivants. Les critères qui nous permettent de distinguer le bien du mal, les fondements et les finalités des obligations, donc ce à quoi on est obligé. Okay? Donc, et ça peut être des obligations morales, ce n'est pas toujours des obligations qui sont codées. La pertinence de la prescription. Donc, la prescription, c'est ce que l'on doit faire en termes de loi, de règles ou de normes. Et ça vise en grande partie la capacité de concrétiser notre idéal visé. Autrement dit, l'éthique, c'est quelque chose qui nous accompagne dans la vie de tous les jours, qui va guider nos réflexions, qui va guider nos actions, dans lequel on se doit de se sentir en cohérence. Et les grandes réflexions éthiques, et Marie-Claude le nommait bien tout à l'heure, mènent souvent à des dissonances au sein des intervenants quand ils ne sont pas capables de trouver une cohérence entre tout ça. Il y a en maltraitance beaucoup de questionnements éthiques. En fait, c'est au cœur des interventions en maltraitance. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver entre les valeurs de la ou des personnes qui interviennent, celle de la personne aînée maltraitée, celle des membres de son entourage et souvent la procédure organisationnelle qui va influencer directement les décisions de la personne qui intervient. Autrement dit, suivant l'organisation où vous travaillez, vous n'avez pas les mêmes normes, vous n'avez pas les mêmes règles. Vous pouvez partager un idéal commun de contribuer au mieux-être de la personne maltraitée, mais par moment, vous pouvez être limité dans le cadre de vos organisations.
Le modèle que j'ai pris depuis le début des années 2000, celui avec lequel je travaille, c'est l'approche principiste. J'aurais pu en prendre d'autres. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que c'est une approche qui est beaucoup utilisée en bioéthique et qui met en équilibration 4 valeurs. D'abord, le respect de l'autonomie. Ensuite, la bienfaisance, donc bien faire. Et pour bien faire, par moment, ça peut nous amener même à vouloir protéger quelqu'un qui en a besoin. Et la non-malfaisance, c'est toute l'interrogation qu'on a sur nos actes et nos attitudes, nos comportements, s'assurer qu'on ne fera pas plus de tort que de bien et surtout que jamais il y a une perspective qui peut être punitive ou qui peut être une forme de revanche. Et finalement, la justice, je le prends toujours dans une perspective de justesse sociale. Donc, est-ce qu'on est juste, est-ce qu'on est équitable dans nos services un peu partout au Québec? Est-ce que quelqu'un qui est maltraité à Sherbrooke va être traité de la même façon qu'à Laval ou dans n'importe quelle des autres régions du Québec? On avait fait au départ, autour des années 2000, une recension des écrits sur les principaux défis en intervention qui mènent à des réflexions éthiques. Et on avait trouvé d'abord que les intervenants souvent manquent de confiance dans leur capacité à définir, identifier et rapporter les situations. Je pense qu'en termes de définition, on a fait beaucoup de chemin au Québec, mais identifier et rapporter, il reste du chemin à faire. Les intervenants se posaient souvent la question de quelle définition utiliser. C'est clair que nous, on va vous proposer de toujours utiliser la définition du plan d'action maltraitance. On se rend bien compte que les intervenants sont très influencés par leur propre expérience et leur propre représentation de la maltraitance et aussi par la formation qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas reçue. On sait que plusieurs intervenants dans leur formation collégiale ou universitaire n'ont jamais entendu parler de maltraitance. C'est plus en formation continue qu'ils vont y être arrivés. On sait que c'est aussi compliqué dans les cas de maltraitance, puis on le voit dans le cas qui nous est proposé aujourd'hui, d'évaluer l'aptitude de la personne aînée, particulièrement sa cognition. Parce que quelqu'un peut avoir été jugé inapte totalement ou partiellement, mais être capable encore de comprendre un certain nombre de dimensions de ce qui se passe. Un autre défi, et je pense que là-dessus, les PIC au Québec, processus d'intervention concertée, nous ont beaucoup aidés, c'est d'être capable de relever les barrières à la confidentialité, en ce sens d'échanger autour de situations de façon confidentielle, mais en même temps qui nous permettent d'échanger suffisamment d'éléments pour pouvoir travailler ensemble, donc entre intervenants, entre organisations. Des questionnements aussi beaucoup sur à qui revient la responsabilité d'agir. Et longtemps, on s'est demandé, est-ce que c'est un problème social ou un enjeu familial? Et c'est sûr qu'au Québec, on le traite comme un problème social puisqu'on a des politiques publiques pour en traiter. Donc, on se donne un devoir collectivement de regarder le problème en face et d'agir. Il y a aussi chez les intervenants certains malaises par rapport à cette posture qui va les amener à réfléchir entre aider et soutenir la personne maltraitée alors que celle-ci peut vouloir protéger la personne maltraitante. Aussi, les intervenants peuvent avoir des malaises quand vient le temps de respecter les choix décisionnels de la personne aînée qui peuvent comporter aux yeux des intervenants un certain nombre de risques. Quand on a le temps, je dis souvent aux gens, faites un exercice, recul sur c'est quoi vraiment vos connaissances et vos stéréotypes sur les personnes âgées, sur la maltraitance, sur la violence. Et c'est quoi vos valeurs aussi par rapport à l'intervention. Et si on avait du temps pour partager tout ça, on se rend compte qu'on aurait beaucoup de nuances avec lesquelles il faudrait travailler. Et finalement, je vous disais tout à l'heure, l'équilibration entre les valeurs, et je pense ici de façon très claire entre respect de l'autodétermination de la personne aînée et le besoin de la protéger. Voici une citation d'une recherche que j'ai faite il y a quelques années et je trouve que l'intervenante témoigne très, très bien des difficultés à agir dans certains dossiers. Elle disait, « On ne s'oppose pas nécessairement à ce que la cliente ou le client va décider, mais intérieurement, des fois, on souhaiterait qu'il quitte le domicile ou qu'il fasse autrement. Mais on ne peut pas s'opposer à ce qu'il décide toujours, parce qu'il chemine. Il va à son rythme et prend les décisions pour lui, pas pour nous. On ne peut pas les prendre pour lui nécessairement. D'une certaine manière, on s'oppose face à nous-mêmes, face à notre valeur, nos croyances. » J'adore cette citation parce que ça met vraiment bien en perspective toute la question du dilemme en disant c'est pas ce que moi je pense, mais c'est bien ce que la personne pense. C'est pas ce que moi je veux, mais bien ce que la personne veut, jusqu'à temps qu'on sente qu'on soit obligé de la protéger par moment même contre son gré. Donc, autonomie ou protection, ou autonomie et
protection, et j'aurais envie de dire et surligné et gras. Le modèle qu'on a développé, c'est un modèle sur un continuum. Donc, d'un côté, la sécurité pour assurer la protection de la personne aînée et de l'autre aussi le choix de son autonomie, de son autodétermination. Donc, ça veut dire respecter ses choix, son rythme, ses valeurs et sa culture. Les attitudes à adopter en intervention à ce moment-là, c'est de prendre position contre la maltraitance et la dénoncer, d'assurer de la protection en appliquant des mesures d'urgence aux besoins. Et on le voit dans le cas qui nous a été présenté, qui s'est posé quand même un certain nombre de questions sur qu'est-ce qu'on protège, qu'est-ce qu'on ne protège pas, où est-ce qu'on est en urgence, où est-ce qu'on ne l'est pas. Favoriser l'intervention la moins intrusive possible et la graduer aux besoins. Le respect, comme je le disais, du choix, du rythme, des valeurs, de la culture de la personne aînée, malgré les conséquences que ça peut engendrer, parce que c'est toute la reconnaissance en fait que des aînés peuvent faire des choix qu'on pourrait considérer, nous, de l'extérieur, comme étant de moins bons choix ou carrément des mauvais choix. Il faut aussi croire beaucoup au potentiel de changement de la personne en l'encourageant à ne pas maintenir le statu quo, de favoriser le maintien ou l'amélioration des relations familiales. Dans ce cas-ci, on voit que c'est au cœur. Hein, c'est vraiment une situation à domicile qui nous est proposée, dans laquelle il y a des dynamiques familiales complexes entre une fille, 4 enfants et un nouveau conjoint de la fille. On veut aussi outiller la personne aînée afin qu'elle prenne des décisions libres et éclairées. On sait que dans ce cas-ci, madame a des déficits cognitifs, donc ça va être plus difficile. Et quelque chose que j'ai peut-être moins vu dans le cas, mais vous saurez en discuter tout à l'heure, comment on est capable de travailler sur une approche qui continuerait à défendre ses droits? Parce que même si elle est inapte, madame continue à avoir des droits. Donc, comment favoriser la défense de ses droits? Comment favoriser son autodétermination? À la Chambre, on a produit un outil en 2010 qui portait sur un arme décisionnelle qui s'appelle Enjeux éthiques, maltraitance aînée, intervention et scénario. Donc, en gros, on l'a appelé En main, vous voyez bien l'acronyme, dans lequel on repart d'une situation de maltraitance où on parle à la fois de la personne aînée qui est maltraitée ou pour qui on a des doutes de maltraitance, on parle de ses proches, mais on parle aussi de la personne maltraitante ou présumée maltraitante qui, souvent, dans des cas à domicile, fait partie des proches. Si ce n'est pas des membres de la famille, ça peut être du voisinage ou des dispensateurs de services, mais on se rend compte qu'il y a des dynamiques relationnelles souvent assez bien ancrées. Je rappelle, que vous allez le trouver dans le plan d'action gouvernemental, qu'on connaît un certain nombre de facteurs de vulnérabilité et de facteurs de risque à la maltraitance. Et si on regarde dans les facteurs qui sont forts, j'ai mis une petite étoile parce que je ne vous parlerai pas des modérés ou faibles, donc ceux qui sont scientifiquement très rigides, on sait que les troubles neurocognitifs, et on l'a dans ce cas-ci, les faibles revenus, des problèmes de santé mentale, des problèmes d'incapacité physique, un historique de violence et de négligence, dans ce cas-ci, on ne sait pas s'il y en avait avant, ou de dépendance à la drogue ou à l'alcool, on ne sait pas si madame a des problèmes de toxico, mais on sait qu'au moins dans ce cas-ci, il y a des troubles cognitifs. On peut penser qu'il y a peut-être une question de revenus, ça serait à vérifier. Si les gens ont besoin de cohabiter, est-ce que c'est parce qu'il y a des questions d'argent? En termes d'environnement, vous voyez, dans ce qui est fortement validé, il y a 3 éléments. L'isolement social et le faible réseau social. Alors, on ne sait rien dans ce cas-ci si madame a d'autres réseaux que sa fille, ses petits-enfants et maintenant le conjoint de sa fille. Le fait de partager son milieu de vie est un facteur de risque important. Dans ce cas-ci, c'est très clair que c'est au cœur du problème. Et sinon, dans ce qui est fortement validé, c'est des caractéristiques de la personne maltraitante. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas une personne, mais des personnes, parce qu'on sait qu'il y a au moins 6 personnes qui sont potentiellement maltraitantes. Donc, il faut valider avec eux leur réseau social ou leur solitude, leur hostilité. Est-ce qu'ils ont des problèmes de dépendance envers la drogue ou l'alcool? Est-ce qu'ils ont une dépendance envers la personne aînée? Et ici, on peut penser qu'ils en ont une pour le logement. Quel est le stress et le fardeau des gens qui sont dans une situation de proche aidance? Ou encore, quel est aussi leur état de santé général. Donc, dans des facteurs de protection, donc des choses sur lesquelles on pourrait miser, dans le plan d'action, on en met une quinzaine, mais j'en mets 3 ici qui nous permettraient peut-être de faire un bout de chemin dans ce cas-ci. Donc, comment madame est capable de faire face aux événements? Parce qu'on voit qu'il y a de la difficulté. Donc, creusez ça un peu plus. Ça aide à résoudre des dilemmes. Comment madame connaît-elle ses droits civils et humains? Est-ce que madame est engagée socialement? Est-ce qu'elle a des activités récréatives ou est-ce qu'elle n'a plus rien du tout?
Et la grosse question qui peut se poser, c'est son réseau local et peut-être un réseau international, parce qu'il y en a qui gardent des liens par Internet, par exemple, donc des amis, des voisins, des bénévoles. On ne sait pas trop de choses et ça peut être des leviers dans l'intervention. Donc, l'outil en main, je vous donne juste l'amorce de l'outil, parce qu'éventuellement, si vous voulez en apprendre plus, on pourrait refaire un webinaire juste sur l'outil. Commence par une question qui dit, est-ce que l'aîné a la capacité de se prendre en charge et de défendre ses droits? Et on se rend compte que dans ce cas-ci, c'est pas clair. On pourrait penser que c'est non, mais on n'a peut-être pas tout vérifié. Et moi, je dis toujours, quand c'est un oui, on va vers le oui avant tout pour essayer de voir si on peut travailler avec elle le plus possible avant d'aller vers un non. Parce que si c'est un non, c'est clair qu'on va faire une prise en charge beaucoup plus forte. Et l'autre question, est-ce que madame ou l'aîné, dans ce cas-ci, ce serait madame, accepte d'être accompagnée? Et parce qu'on a dans le cas, ça semble être clairement oui. Donc là-dessus, on a un atout. Donc, dans En main, on a 3 scénarios. Le scénario du centre, l'accompagnement, vous l'en comprendrez, c'est le scénario idéal, c'est ce vers quoi on souhaiterait toujours aller, où on équilibre vraiment l'autodétermination avec une faible protection. Dans la suspension de suivi, il y a des moments où quand la personne n'est pas en danger et que vraiment vous avez essayé plusieurs choses et qu'elle ne veut pas de service, il vaut mieux suspendre le suivi pendant un certain temps. Donc là, on est vraiment dans le respect de l'autodétermination le plus fort. Et les interventions visant à assurer plus de protection, là, ça vous dit, on est vraiment dans la protection des gens. Et En main, on reparle de l'intersectorialité et je trouve qu'on l'a très bien dans ce dossier-ci, entre déjà des services de santé et sociaux publics, des services communautaires d'économie sociale, d'autres types de services publics qui pourraient être dans le dossier, comme la police, comme un CAVAC, et on pourrait éventuellement avoir des services privés et, par exemple, des rapports avec les banques ou d'autres types d'institutions du genre. J'en arrive à mon dernier point que je vais faire brièvement. L'autonomie professionnelle, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis des années. Et en 2005, je publiais dans la revue NPS, qui tient pour Nouvelles pratiques sociales, avec Mylène Giassion, qui était une étudiante qui a fait sa maîtrise avec moi, un article qu'on a appelé « L'éthique et l'exercice de l'autonomie professionnelle des intervenants psychosociaux œuvrant auprès des aînés maltraités ». Alors, c'est assez intéressant de voir que 17 ans plus tard, il y a des questions qui n'ont pas changé dans notre article. C'est toujours pertinent. Le contexte en 2015, quand même, en 2005, pardon, on disait bien qu'il n'y avait pas de politique claire puis il n'y avait pas de loi, alors que là, il y en a. Donc, on sait qu'il y a des choses qui sont améliorées. Et nous, on était beaucoup inspirés des travaux d'un sociologue nord-américain qui est Irving Goffman, qui a publié Asile en 1968, où on se posait des questions sur la possibilité pour les intervenants d'exercer leur pouvoir puis de changer le système. On avait posé aux intervenants un certain nombre de questions sur ce que ça voulait dire pour eux l'autonomie professionnelle en termes d'aspects positifs et négatifs. Et je vais insister plus sur les aspects négatifs. Les gens disaient l'autonomie professionnelle, c'est quand même dangereux quand tu te sens laissé à toi-même. Quand tu te sens coincé entre les pressions exercées par la société, l'organisation, les pairs et le réseau de l'aîné. Quand, à un moment donné, tu es tellement découragé que tu prends une attitude de retrait, de démission, de déni, donc tu abandonnes la victime à elle-même. Quand tu sens que tu risques de t'épuiser professionnellement, quand tu sens qu'il y a une faible réponse par rapport à l'ampleur du phénomène de la maltraitance, quand tu sens qu'il y a une ingérence de l'organisation dans les modèles de pratique et que souvent, certains endroits, on va dire qu'on intervient juste en situation de crise, puis le restant, on laisse aller, on observe. Et les intervenants parlaient déjà en 2005 des compressions budgétaires. Je suis convaincue qu'en 2022, vous en avez encore à dire là-dessus. Et là-dessus, on rajouterait aujourd'hui le manque de personnel, hein, plus que jamais. Dans les choses qui étaient susceptibles de favoriser l'exercice de l'autonomie professionnelle, ce qui était intéressant, c'est que les personnes nous ont parlé à la fois de choses qui étaient liées à eux-mêmes, liées à l'organisation ou liées à la société. Je ne vous lirai pas tous les éléments qui ont là, mais on pourra le remettre à l'écran tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais s'offrir du soutien professionnel, se protéger, faire de la promotion de mesures douces ou proactives, ça, c'était lié aux intervenants. Dans ce qui était lié à l'organisation, offrir des formations en éthique, avoir l'impression qu'il y a des ressources et des services disponibles, favoriser le travail d'équipe interdisciplinaire, c'était des solutions.
Et par rapport à la société, on parlait de la sensibilisation de la population dans son ensemble. Il ne faut pas oublier qu'en 2005, on n'avait pas encore de campagne de sensibilisation. Donc, on était avant tout chemin qu'on a fait depuis le premier plan en 2010 et informer le public des missions des divers organismes publics et communautaires. Je m'arrête là, j'ai déjà beaucoup parlé. Je suis désolée, ça a été un peu plus long que prévu. À la chaire, on a une infolettre à laquelle vous pouvez vous inscrire, www.maltraitancedesaînés.com. Je mets d'emblée fin à mon partage d'écran et je passe la parole à ma collègue Alice. Merci beaucoup, Marie Beaulieu. Merci à tous. Ça fait très chaud au cœur de voir toute cette grande mobilisation, mais certains d'entre vous m'avaient bien prévenu que quand Marie Beaulieu intervient, vous êtes nombreux à venir l'écouter. Donc, je suis très honorée d'être à ses côtés aujourd'hui pour vous présenter quelque chose qui va poursuivre la réflexion éthique qui a été engagée et peut-être sur des dimensions un petit peu différentes. Je tiens d'abord à vous prévenir, j'espère que vous m'entendez bien, mais que mon propos ne sera pas un propos d'universitaire et de chercheur, puisque je ne suis pas une chercheure, je ne publie pas des articles scientifiques. Ceci étant, nous avons convenu, professeur Beaulieu et moi-même, que mon approche empirique pouvait quand même vous être proposée en complément de la sienne. Et donc, je vais moi-même essayer l'exercice périlleux d'ouvrir mon diaporama. Normalement, ça devrait être bon. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Et normalement, vous devez voir à l'écran quelque chose. Est-ce que c'est le cas? Oui, Alice, on voit très bien. L'éthique, une question pour l'encadrement? C'est parfait. Merci beaucoup de cette confirmation. Alors, pourquoi est-ce que je vous pose cette question ainsi? C'est parce que, eh bien, au fond, ça ne me semble ne pas du tout aller de soi que l'équipe soit une question non seulement de praticiens de terrain, de soignants, de travailleurs sociaux, mais aussi de cadres, de gestionnaires de cas, voire de gestionnaires d'établissements et pourquoi pas de directeurs généraux de SUS. La réflexion éthique s'ancre et se discute traditionnellement eu égard à des décisions à prendre. Marie Beaulieu l'a dit, nous sommes dans le concret, nous sommes dans la recherche du bien et du mal dans les situations de tous les jours. Mais il est vrai, pour le coup, que cela était traditionnellement réfléchi plutôt lors d'un soin ou d'un accompagnement social en lien aux questions de terrain que peuvent se poser les intervenants. Donc les références pratiques, les formations, les lieux de discussion, les espaces, on pourrait dire, de pensée, les espaces réflexifs sont offerts aux professionnels et aux bénévoles, mais ceci, bien sûr, dans le meilleur des cas, puisque tout au moins en France, tous les professionnels de terrain de ces métiers n'ont pas accès à cette dimension de leur pratique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en France, la Haute Autorité de Santé, qui vient de publier des références qualité pour les structures sociales et médico-sociales, a inscrit la nécessité de la réflexion éthique au titre des exigences universelles qualité qui étaient adressées aux structures. Quoi qu'il en soit, si formation, lieux de discussion, lieux réflexifs sont offerts aux professionnels et aux bénévoles, à l'inverse, pour ce qui est de la France tout au moins, les cadres, les dirigeants sont réunis le plus souvent, si je vous fais part de mon expérience empirique, pour évoquer des données de gestion qui vont correspondre à une vision que j'appellerais mentalisée de l'activité, éloignée de la clinique, éloignée des réalités individuelles des personnes. Qu'est-ce que j'appelle vision mentalisée de l'activité? C'est ici une réflexion que je tire de la clinique du travail. C'est une vision, au fond, d'indicateur. C'est une vision de données chiffrées. C'est une vision qui décrit le métier à travers un certain nombre d'attendus qui sont certes utiles pour la rationalisation de l'activité, pour dégager les compétences nécessaires, les propositions, les financements, l'organisation. Donc tout ça est très utile à la gestion, mais c'est très éloigné des éléments comme ceux du récit que nous avons entendu sur cette femme et les parties prenantes de la situation. Donc les dirigeants et les cadres, quand ils sont réunis, eh bien, ils comparent leurs indicateurs, alors leurs indicateurs d'absentéisme, leurs indicateurs de durée de séjour, leurs indicateurs d'utilisation de médicaments, que sais-je encore, mais on n'est pas du tout sur ce champ de l'éthique. Quand ils ne sont pas en train d'évoquer les données de gestion, eh bien, ils sont tout simplement là, et c'est bien normal, pour prendre connaissance des directives opérationnelles de l'organisation qui sont censées mettre en œuvre.
Autrement dit, on est dans un certain nombre de cas, dans des réunions que vous connaissez pour certains d'entre vous très bien, qui est d'écoute de ce que la direction générale, la gouvernance ou la politique publique a décidé. Alors, dans les organisations ouvertes, on a des débats autour des directives opérationnelles. Il y a aussi des organisations où la discussion n'est pas prévue, mais quoi qu'il en soit, on est là encore dans quelque chose de très éloigné de l'éthique. Et lorsque finalement la dimension éthique se présente pour les dirigeants et les cadres, je pense que c'est d'une manière un petit peu problématique, ou en tout cas partielle, puisque c'est souvent sous la forme qu'on appelle l'éthique déontologique. L'éthique déontologique est, vous le savez pour certains d'entre vous sûrement, elle est distinguée de ce qu'on appelle l'approche conséquentialiste. L'approche conséquentialiste, elle se demande dans l'action si les conséquences de l'action sont bonnes ou sont mauvaises, et finalement, elle va apprécier au plan éthique la qualité de la prise de décision en fonction de la résultante de l'action. Au contraire, la forme qu'on appelle plus déontologique, elle repose sur des normes à visée générale. Lorsque vous parlez d'équité, lorsque vous parlez d'exigence de parité, par exemple, hommes-femmes dans les organisations, vous êtes sur une forme déontologique, c'est-à-dire que vous donnez des préceptes, des principes qu'il faut suivre. Du coup, ça donne quoi? Ça donne par exemple des choses que vous pouvez voir au quotidien comme des chartes éthiques, des chartes de bonne conduite, des chartes qui s'imposent aux cadres et aux dirigeants qui doivent bien les recevoir et puis non seulement les recevoir, mais les diffuser bien sûr, et ils doivent veiller à ce qu'elles soient appliquées. Alors vous voyez que nous sommes là dans une dimension de l'éthique qui est finalement relativement exécutante et non pas réflexive et critique. Le problème de cette éthique déontologique, couplée avec les directives opérationnelles que vous savez nombreuses, et puis avec cette mentalisation de l'activité et ce calcul par les données de gestion en indicateurs, c'est que tout ça ne laisse pas du tout de place à une situation comme celle dont nous avons entendu le récit. Et nous ne sommes pas du tout, du coup, dans une culture propice à ce que des dirigeants, des encadrants, prennent des décisions éclairées par l'éthique, sauf à avoir la chance d'avoir des très bons amis ou une famille très aidante à qui ils vont parler de leurs problèmes à la fin de la journée, ce qui n'est pas tout à fait suffisant et en tout cas pas de nature à garantir quelque chose d'homogène sur un territoire. Pourtant, la pratique de l'encadrement, la pratique de la dirigeance, de la direction, a bien affaire à des dilemmes d'ordre éthique. Je vous cite ici un classique de l'enseignement du management. C'est un auteur américain que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Henry Mitzberg, et voici ce qu'il écrit. La pratique du management est caractérisée par son ambiguïté. Il y a certes des tâches qui se prêtent à la programmation dans l'entreprise, dans toute entreprise, mais la plupart d'entre elles ne concernent pas directement les dirigeants. Ils peuvent les déléguer à des spécialistes. En revanche, donc les dirigeants, doivent assumer eux-mêmes le plus ardu, les problèmes inextricables, les connexions compliquées. Et c'est ce qui fait que la pratique du management est par essence infiniment subtile, ce qui explique qu'on l'associe si souvent à des qualités comme l'expérience, l'intuition, le jugement et la sagesse. Alors nous ne sommes pas ici dans un séminaire pour parler de management, mais quand même, puisque j'ai envie de vous parler de l'éthique pour les encadrants et les dirigeants, je voulais croiser avec le fait que ce n'est pas du tout un hasard qu'il y ait des dilemmes éthiques pour l'encadrement, c'est simplement au fond un grand classique, et c'est même tellement classique qu'on peut retrouver cela dès les plus lointains fondamentaux de la philosophie grecque, la figure du sage aristotélicien. Le sage aristotélicien, donc qu'on appelle le phronimos, alors c'est le sage pratique, le phronimos. Il y a aussi un sage contemplatif qui est le sophos, le philosophe qui contemple les idées, qui contemple la nature. Alors nous sommes des opérationnels ici. Alors finalement, on va se référer à cette sagesse aristotélicienne qui est dans la pratique, mais la figure du sage aristotélicien, c'est finalement Périclès, c'est le médecin, c'est le commandant de bateau, bref, c'est le décisionnaire. Donc, en réalité, tout dans la philosophie grecque nous permet de commencer à voir que ça n'est pas parce qu'on a des profs de management qu'on a vu des dilemmes éthiques dans la pratique de direction. Mais on pourrait
en avançant dans l'histoire, se référer à toutes les tragédies de Shakespeare, par exemple, qui, dans la littérature, montrent la dimension éthique de l'activité de dirigeant et en particulier, vous le savez, s'intéresse à la question du pouvoir, de la justice et de l'abus de pouvoir. Bref, à travers ces quelques toutes petites références, et je vous prie de m'excuser de les aborder de façon aussi succincte, mais évidemment, on n'a pas beaucoup de temps, vous le voyez, encadrer et réfléchir sur l'éthique, ça n'est pas si éloigné que ça, même si on n'a pas les espaces dédiés aujourd'hui. Alors, je vais avancer dans le temps. Et je voudrais vous proposer une étude de cas française relative à l'encadrement qui va vous montrer pourquoi j'ai eu envie de poursuivre la réflexion du professeur Beaulieu par un petit point d'appui sur ces questions de direction. C'est une étude de cas que j'ai vécue personnellement au titre de mes fonctions de présidente de la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. Alors, c'est une alerte qui concerne une personne qui est âgée. En France, on dit âgée, on est un petit peu en retard sur le Québec, où vous dites aîné, ce qui est évidemment beaucoup moins stigmatisant. Cette personne âgée est en établissement, nous sommes en pleine crise Covid et donc sa famille vient la voir et elle vient la voir sur le parking de l'établissement parce que toute visite en EHPAD est interdite. Donc la personne âgée parle à sa famille qui ne peut pas lui rendre visite d'une autre façon du balcon de sa chambre, en fait du balcon de sa chambre qui donne sur le parking de la résidence. Pourquoi est-ce que j'interviens dans cette situation et où y a-t-il maltraitante? C'est qu'en fait, la présidence du Conseil de la vie sociale, le Conseil de la vie sociale, c'est l'instance de participation des résidents dans les établissements pour personnes âgées dépendantes en France, donc l'équivalent de vos CHSLD. Donc la présidente de l'instance de participation me contacte parce qu'il y a un problème et le problème, c'est que l'infirmière coordinatrice de l'établissement, donc c'est le cadre de proximité, le cadre soignant de proximité, a interdit à la famille de poursuivre ses visites sur le parking. Pourquoi a-t-elle interdit ces visites? Eh bien, dit-elle, elle avance les arguments suivants. D'abord, le parking est la propriété privée de la structure et non un espace public, donc on n'a pas à avoir une famille qui est sur le parking de notre établissement. Et puis elle ajoute, il n'est pas équitable que seule cette personne âgée reçoive des visites de sa famille simplement parce qu'elle a la chance d'avoir un balcon alors que d'autres n'en ont pas. Et donc, ça n'est pas équitable. Donc, je vous interdis de continuer à venir voir votre mère sur le balcon. Alors, la présidente du CVS qui m'appelle me dit, Madame Casagrande, c'est absolument insensé. Vous vous rendez compte où on en arrive? On peut même plus être en bas sous une forme de Roméo et Juliette un petit peu réinventée. On est en pleine crise sanitaire et évidemment, la famille est très inquiète. Évidemment, il y a un soin relationnel qui se passe comme cela. Et pourtant, il y a une interdiction. Alors, je m'investis dans cette situation et l'investigation va me permettre à ce moment-là d'être en relation, non pas avec l'infirmière coordinatrice qui a interdit à la famille de venir, mais avec la directrice de l'établissement, la responsable du CHSLD, donc, qui occupe, il se trouve, aussi une autre fonction de responsable qualité de l'hôpital public auquel est rattachée la structure. Donc vous avez ici une maison de retraite et comme c'est souvent le cas dans un certain nombre de structures, cette maison de retraite n'est pas autonome en termes administratifs, elle est rattachée à un hôpital et un hôpital public. Et comme souvent dans la rationalité de gestion que vous connaissez, eh bien nous sommes amenés à donner aux dirigeants des multiples fonctions d'encadrement et dans ce cas précis, la directrice n'est pas seulement directrice de l'EHPAD parce que la maison de retraite est petite et on juge que ça n'est pas la peine d'avoir un directeur à temps plein. Et donc, cette dame partage son temps entre responsable qualité dans l'hôpital d'à côté et puis également directrice de la structure. Lors de l'échange, la directrice que j'interpelle, donc, avec qui j'essaye de discuter, me fait part des points suivants. Premièrement, sa cadre de proximité, l'infirmière qui a interdit les visites, me dit-elle, elle est très fatiguée par la crise sanitaire et par les discussions incessantes avec les résidents, avec les familles que cela occasionne. Donc, elle défend son équipe, la directrice qui me parle, elle est loyale d'une certaine façon, elle commence par prendre le parti de sa collaboratrice en me disant, vous savez, c'est pas comme si c'était facile sur le terrain, ne croyez pas ça, vous êtes à l'extérieur, vous interpellez, mais c'est très très difficile et ma cadre est bien sûr très très fatiguée. Elle ajoute, vous savez, c'est pas tout bien, tout blanc et tout noir. La famille et la présidente du CVS, donc l'instance participative, eh bien elles sont agressives, alors que l'infirmière coordinatrice, finalement, elle fait au mieux.
Et d'ailleurs, elle ne fait que chercher à protéger les personnes qui sont accueillies. Et donc, vous voyez que là, dans cet argument-là, la directrice met en cause les personnes qui se plaignent et les trouve finalement bien exigeantes face à un service public qui est en difficulté et qui fait de son mieux. Et puis, elle ajoute, et c'est là que j'aimerais bien partager cela avec vous, c'est là que je trouve ça vraiment instructif, la directrice me dit avoir pris elle-même toutes les précautions nécessaires. Elle est là en train d'exprimer une exemplarité, toutes les précautions nécessaires pour que les mesures sanitaires soient bien respectées, hein. On est en temps de Covid, tout le monde est inquiet. Et elle ajoute, et c'est là que je trouve ça révélateur, elle a même pris, me dit-elle, la décision d'être en permanence en fonction à l'hôpital, donc dans son bureau de l'hôpital, et de ne surtout pas aller dans la structure maison de retraite pour éviter de contaminer qui que ce soit. Ça veut dire, si je vous le reformule pour être sûr d'être clair, que cette directrice qui est à la fois en poste qualité dans l'hôpital et directrice d'un EHPAD, donc d'un CHSLD, a pris le parti de ne pas être sur le terrain auprès des personnes et auprès des équipes. Elle considère qu'elle a fait le bon choix, il ne fallait pas risquer de contaminer les résidents. Et elle ajoute donc, vous voyez bien que l'infirmière, c'est pas facile pour elle, ce d'autant, ajoute-t-elle, que je ne suis pas là. La question, selon moi, qui se pose en matière d'éthique, c'est au fond, on a une infirmière cadre qui a interdit ses visites, mais est-ce que le problème relève de cette infirmière cadre qui a une attitude sécuritaire ou est-ce qu'il relève de la directrice qui, en plein milieu de la tempête, n'est pas présente auprès de ses équipes? Ou bien est-ce que cela relève même d'ailleurs? Est-on dans un schéma gestionnaire qui fait que tout le monde est découragé d'être sur le terrain au profit de cette sécurité sanitaire et de cette gestion à distance par ordinateur et par indicateur? Alors, du coup, ce que je voudrais maintenant vous dire suite à cette situation particulièrement poignante pour moi et pour les personnes qui la vivaient, vous voyez bien qu'il y a des points de vue évidemment opposés, et c'est le propre de l'éthique, Marie Beaulieu l'a déjà dit, il n'y a pas une vision, il y a des visions qui s'affrontent. Je voudrais vous évoquer ce qui, de mon point de vue, se passe depuis le Covid, c'est la multiplication récente des dilemmes éthiques de l'encadrement. Et donc, pas seulement des intervenants, eu égard aux aînés et à leurs proches, mais de l'encadrement. Est-ce qu'il faut prendre le parti du droit au risque face à une équipe, c'est-à-dire à un ensemble de professionnels qui a peur du virus, c'est-à-dire à une équipe qui, au fond, refuse les consignes de son encadrement au motif qu'il a bien le droit de ne pas prendre de risque pour lui-même? Que faut-il faire? Forcer les professionnels, ce qui n'est jamais très souhaitable en matière d'encadrement, mais se porter garant pour les personnes, comment choisir? Faut-il prendre le parti de l'autodétermination des personnes aînées dont Marie Beaulieu a déjà parlé, mais comment le faire face à un médecin qui a un pied dans l'établissement et qui s'estime, lui, responsable de la santé des personnes accueillies et qui fait valoir non seulement son autorité de médecin, mais les directives des autorités de santé, des autorités administratives. Nous avons des agences régionales de santé qui, pendant la crise sanitaire, ont émis des consignes. Et comment faire pour un directeur qui a face à lui un médecin qui dit d'abord, c'est moi qui prends les décisions médicales et en plus, je suis appuyé par des directives administratives qui s'imposent à nous. Comment, autre dilemme éthique, confronter ses propres idées sur l'autodétermination à celle de ses pairs gestionnaires? Si un directeur dans une région, un directeur d'EHPAD souhaite promouvoir l'autonomie des personnes, souhaite intervenir quand il y a des abus de pouvoir, des restrictions de liberté abusives, comment va-t-il survivre dans un écosystème où les directeurs se connaissent, comparent leurs pratiques et où il peut être, en matière d'écosystème, disqualifié? Comment, enfin, on est toujours en temps de Covid, interpréter des documents qui sont à dominante très sécuritaire, mais qui, d'une manière tout à fait ambiguë, finissent toujours par prôner, je cite, la décision indépendante et la responsabilité du directeur de site. Nous avons vu pendant le Covid des directeurs très éprouvés par le fait qu'il y avait à la fois un contenu extraordinairement sécuritaire des consignes, mais aussi à la fin
le rappel de la responsabilité, y compris pénale, du directeur de site. Alors là, vous voyez bien que liberté, sécurité, ça ne se joue pas simplement à l'évidence entre les droits des personnes aînées et puis finalement les pratiques professionnelles. Il y a quelque chose de plus systémique qu'il faut regarder et qui va interférer, y compris avec une éthique très ancrée du décideur gestionnaire. Ces dilemmes, on pourrait dire, bon, nous sommes peut-être à peu près sortis, ou en tout cas de la phase aiguë de la crise sanitaire, mais il y a des dilemmes qui ne sont pas propres à cette crise et qui sont plus classiques, mais qui ont été rendus aigus à la fois par la crise d'attractivité que connaît notre secteur et par une forme de tension post-Covid qu'on observe en tout cas en France. Alors, je vous en cite 3. Recruter pour les remplacements d'été ou bien des postes de nuit, des professionnels qui ne nous ont pas convaincus lors de l'entretien de recrutement. Jusqu'où prend-on le risque? Quand on est en direction, en recrutement, dans des situations où il faut faire confiance, il faut introduire dans l'équipe, dans les services, des professionnels pour lesquels parfois on n'a pas de certitude, on n'a pas même l'intime conviction qu'ils sont dans un respect, dans une compréhension suffisante des personnes âgées. Faut-il placer les professionnels à domicile en situation d'intervenir sans aucun tuilage préalable avec un collègue expérimenté? Là, on est dans des situations de gestion, on est en pénurie de personnel. Alors, dès qu'on trouve quelqu'un, hop, ça y est, on y va. Et on n'a pas nécessairement le temps de faire en sorte qu'il y ait une arrivée, une intégration du nouveau collaborateur qui permette à la fois de l'installer dans des pratiques qui sont conformes à l'éthique de l'organisation, mais aussi qui permettent de l'observer en situation pour vérifier que tout est bien compris, tout s'installe sereinement. Troisième exemple de dilemme très classique, là c'est en termes disciplinaires. Faut-il donner une seconde chance à un professionnel malgré des conduites maltraitantes, parce qu'au fond, le sanctionner reviendrait à risquer un conflit avec l'équipe, ou bien parce que ça poserait un problème dans la continuité de l'activité? Que faire? Faut-il prendre le parti que la bonne gestion, c'est faire vivre l'éthique de la lutte contre la maltraitance et de la promotion de la bientraitance d'une façon intransigeante? Faut-il se dire qu'on va développer l'attractivité justement en ayant une haute idée du service rendu? Ou faut-il à certains moments faire des compromis avec d'une certaine façon une approche réaliste? Réaliste voulant dire ici que on minimise, on banalise des risques de maltraitance. Vous voyez que même hors Covid, c'est ce que j'ai envie de vous dire, il y a des sources de dilemmes éthiques pour l'encadrement et la direction qui sont continuelles. Alors, évidemment, les directeurs, les cadres ne sont pas tout le temps en situation de pouvoir être vigilants, de pouvoir tout contrôler, de pouvoir tout accompagner. Ils ont des défis multiples et du coup, au fond, le pari classique, c'est de déléguer la responsabilité de la vigilance aux praticiens de terrain, de faire confiance à ces équipes. Et c'est évidemment une marque d'éthique organisationnelle que d'être capable de dire aux praticiens, aux intervenants qui sont auprès des personnes, au plus proche des personnes et des familles, écoutez, nous allons vous demander d'être les porteurs, d'être les garants de cette culture de bientraitance et de la lutte contre la maltraitance. Alors les praticiens, c'est logique, sont ceux qui voient et connaissent les difficultés, donc il est indispensable, et c'est assez logique, de les former, de les accompagner, de les soutenir lorsqu'ils rencontrent des situations de maltraitance, pour que l'encadrement les aide à leur donner des suites appropriées. Sauf que, et c'est là que je voudrais en venir, c'est mon dernier point, cette approche de confiance se heurte à deux difficultés qui ne sont pas des moindres. Et je voudrais vous donner quelques exemples. Première difficulté, c'est ce que j'ai appelé la puissance des loyautés internes, c'est-à-dire la difficulté de la révélation des maltraitances commises par des pairs. Et je vais y insister dans un instant. Deuxième difficulté, c'est la division entre les multiples organisations qui participent à l'accompagnement, cette fois à domicile, et les désaccords d'ordre éthique qui peuvent se faire jour à l'occasion d'une situation de maltraitance que par conséquent, on a du mal à résoudre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par loyautés internes? Qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui à ce sujet? Vous avez vu dans le diaporama qu'a tout à l'heure diffusé Marie Beaulieu, vous avez vu des chiffres, mais peut-être vous les avez vus très rapidement, j'y reviens donc, que l'Organisation mondiale de la santé nous indique que 2 équipes d'institutions gériatriques sur 3
ont commis des maltraitances envers les personnes accueillies dans l'année qui précède l'apparition de ces chiffres. 2 équipes sur 3. Donc les professionnels d'institutions et leur encadrement avancent en général, vous le savez mieux que personne, traditionnellement l'absence d'effectifs comme motif principal de la maltraitance, ou du moins en France, nous avons évidemment de manière récurrente la tension sur les effectifs, les limites des ressources qui expliqueraient ces formes de maltraitance qui se déroulent en institution. Dans ces conditions, le dilemme éthique deviendrait pour les encadrants: est-ce que je choisis de mettre la pression sur les équipes? Elles ne sont pas très nombreuses, elles ne sont pas nécessairement suffisamment présentes pour respecter les personnes aînées, les familles, ou alors est-ce que je me montre tolérant, si je puis dire, au vu des circonstances? C'est l'ajustement éthique dont je parlais tout à l'heure. Sauf que nous sortons en France d'une crise très retentissante dont j'aimerais vous parler suite à la parution de l'ouvrage de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, en février dernier, qui a mis à jour à grande échelle un système de maltraitance institutionnelle institué. Le groupe privé à but commercial Orpea a été mis en cause et on a découvert, et je voudrais y revenir, 2 choses. D'une part, la défaillance institutionnelle, elle peut avoir d'autres racines que les effectifs parce qu'il y a des transgressions organisées sciemment à des fins de lucrativité de l'organisation. Donc, la question des effectifs, ce n'est pas le seul producteur de malversation, évidemment. Mais d'autre part, et j'aimerais y revenir, l'une des questions qui se pose et qui ne se pose pas du tout uniquement chez Orpea, c'est le silence généralisé des cadres quant aux transgressions de l'organisation. Pourquoi ce silence généralisé? Eh bien, il se trouve que le groupe Orpea et bien d'autres sont des groupes qui permettent l'ascension sociale d'une façon tout à fait significative pour des professionnels qui initialement sont très peu qualifiés, sont très donc peu rémunérés et que l'entreprise va sciemment envoyer en formation pour progresser dans l'échelle sociale, progresser en compétences, progresser en rémunération. Évidemment, c'est un modèle vertueux, c'est un modèle de responsabilité d'une entreprise, puis c'est un modèle qu'on peut qualifier d'éthique. Sauf que ça produit quoi? Ça produit des loyautés internes pour des cadres. Il faut vous imaginer, quand vous êtes passé de préposé aux bénéficiaires, d'auxiliaire de vie, du plus bas niveau de qualification, et que vous devenez infirmière coordinatrice puis directeur, eh bien vous devez tout à cette entreprise. Et donc, vous avez une loyauté qui fait que vous allez très difficilement prendre la parole sur les malversations internes. Ceci est vrai pour les cadres de ce groupe privé, mais pas du tout seulement pour eux. Ceci est également vrai pour des professionnels, vous le savez bien, qui se protègent et qui parfois ne veulent pas être le traître finalement qui va dénoncer l'une de leurs collègues. Les dilemmes éthiques au sein du réseau, je finirai là-dessus. Où est le lieu pour penser les désaccords? Alors, vous avez au Québec ouvert cette formidable initiative du PIC. Nous n'avons pas cela en France. Et donc, comme nous n'avons pas cela, voici ce qui se passe. Eh bien, nous avons un constat de situation de maltraitance qui porte en lui toujours un ancrage émotionnel, une représentation implicite de ce qui est permis, de ce qui est souhaitable ou de ce qui est interdit. Et les professionnels au domicile de la personne n'ont pas, bien sûr, les mêmes visions selon qu'ils appartiennent à la police. On a vu tout à l'heure cette fameuse plainte déposée dans la situation qui n'était pas retenue, dans l'univers judiciaire. Mais dans le champ du soin, souvenez-vous des médecins de l'hôpital qui considéraient que on n'allait pas garder cette dame alors qu'elle occupait un lit. Il y avait des priorités. Le Covid était prioritaire sur la violence. Souvenez-vous aussi que les médecins disaient finalement que cette dame, elle devrait rentrer chez elle. Donc, vous voyez bien qu'il y avait diverses parties prenantes suivant qu'on est d'un métier ou d'un autre, d'une organisation ou d'une autre. Le défi, c'est donc la possibilité d'une élaboration d'éthique collective qui permettent de penser les différences de vision et d'associer aux échanges évidemment les personnes elles-mêmes et leurs proches, parce que c'est un grand hors-champ très souvent. C'est donc avec la ressource d'une éthique de la discussion, au sens du philosophe allemand contemporain Jürgen Habermas, que je pense qu'il faut avoir recours. Cette méthode consiste à mettre en commun d'une part les faits, mais pas seulement les faits, également les récits sur les faits. La manière de raconter, évidemment, est empreinte d'une subjectivité, d'une culture organisationnelle, les opinions, les jugements et puis les émotions éprouvées, car le champ émotionnel est évidemment un champ à travailler pour prendre une décision concertée. Je voudrais vous laisser maintenant avec cette phrase d'Herman Melville qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Billy Budd, qui me semble bien résumer la complexité de notre question éthique, qui, dans l'arc-en-ciel, peut marquer l'endroit où finit le violet et où commence l'orange.
je vais cesser le partage. J'espère ne pas avoir été trop longue. Non, pas du tout, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un petit retour de son. Moi, je vous entends très bien, en tout cas. Oui, c'est bon, parfait. Est-ce que vous pouvez maintenant, Mme Casagrande, fermer votre micro pour pas qu'il y ait d'interférence? Merci beaucoup. Et on en serait rendu justement à la période de questions. Puis là-dessus, j'ai des rapporteuses qui vont m'aider. Alors, je leur cède tout de suite la parole parce qu'elles ont suivi le fil de conversation depuis le début. Alors, Audrey, Kathleen, Linda, c'est à vous. Pour l'instant, il y a une question qui a été nommée. C'est une personne qui aimerait revenir là, au début de la conférence quand on aborde le respect de l'autodétermination et le besoin de protection. Et la question était, quand une personne est apte et ne veut pas changer sa situation, jusqu'où est-ce qu'on doit aller dans le respect là, avant de protéger la personne contre son gré? Quelle est cette limite qui est toujours très difficile pour les professionnels? C'est la question qui est posée. Je présume que la question vient vers moi. Alors, j'ose me lancer et puis Alice, tu pourras évidemment te lancer toi aussi par la suite. La question que vous posez est fondamentale. Je pense que c'est probablement un des plus grands malaises en intervention que vivent les intervenants, à savoir, on propose différentes choses. La personne, on se rend compte qu'elle est capable de s'autodéterminer puis qu'elle comprend la situation. Rappelez-vous ma question d'amorce tout à l'heure pour l'outil en main. Donc, est-ce que la personne comprend ce qui se passe et est capable de s'autodéterminer? La façon dont vous posez la question, elle semble être capable de l'être. Dans ce cas-là, l'important, c'est de garder le contact. Garder le contact, mais par moment, d'accepter qu'on est peut-être mieux d'arrêter de parler de maltraitance, parce que si on parle de maltraitance, on risque de perdre les liens de confiance. Et très souvent, les intervenants nous disaient, le plus grand défi, c'est d'établir un lien de confiance. Et autant ça peut être long à établir, autant ça peut être très facile à perdre. Donc, moi, je dis toujours aux intervenants, vous ne vous retirez pas aussitôt qu'elle vous dit non la première fois. Ça, c'est pas de faire son travail. Mais en même temps, à force de proposer des choses, d'amener la personne à proposer d'autres façons de lire la situation, puis si elle n'est pas d'accord, puis si elle ne souhaite pas et qu'elle est complètement apte, ben, c'est un adulte à part entière qui a entièrement le droit de refuser des services et qui a entièrement le droit de continuer à cheminer. Donc, le seul moment où vous pourriez protéger cette personne-là contre son gré, c'est s'il y avait effectivement une situation très, très grave qui menace sa vie ou la vie d'autrui. Sinon, vous ne pouvez pas. Et ça, je pense que c'est souvent le contexte qui dérange le plus les intervenants. Mais si on accepte ensemble, c'était vraiment une de mes prémices, même avec la définition qu'une personne aînée, c'est un adulte à part entière, et j'ajouterais ce que je dis régulièrement dans mes cours pour ceux qui m'ont eu comme prof, capable d'autodétermination jusqu'à preuve du contraire. Ben, s'il est capable d'autodétermination jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'on peut faire, c'est cheminer avec, et proposer des choses et respecter qu'elle puisse ne pas vouloir, et que si on insiste trop, on risque effectivement de mettre en l'entièreté de la relation en péril. Donc, et par moment, ça peut vouloir dire, et c'était nommé dans les récits que je vous ai amenés tout à l'heure de la part des intervenants, ça peut malheureusement vouloir dire attendre une certaine forme de crise avant de pouvoir agir. Je vous remercie beaucoup et je crois que la dernière diapo que vous nous avez présentée au niveau de l'arc-en-ciel résume très bien cette difficulté-là. Merci beaucoup pour vos présentations, c'est très apprécié. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans notre fil de conversation? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions qui sont apparues. Je ne sais pas si Mme Casagrande voulait compléter les propos de Mme Beaulieu ou pas. Est-ce que je peux? J'ai mis une question, mais peut-être que vous ne l'avez pas vue. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK. Alors, moi, je suis de chez Dira Laval. On s'occupe d'abus et maltraitance envers les aînés. Alors, on a un peu d'expertise dans ce domaine. Je ne sais pas si je peux poser la question aujourd'hui parce que dans le plan d'action qu'on a été introduit hier, je crois, c'est un peu décevant que les organismes comme nous, qui sont les experts sur le terrain et qui ont vraiment, vraiment la connaissance et l'expertise pour régler ces cas-là, on n'a pas été inclus dans ce plan d'action. Puis moi, je voulais savoir pour quelles raisons
qu'on n'a pas été inclus dans le plan d'action parce qu'avec le 20 ans et plus d'expérience qu'on a, quelques organismes, je pense qu'on avait beaucoup à donner et c'était un peu difficile à comprendre la situation. Peut-être Mme Beaulieu pouvait me répondre là-dessus. Merci. Oh. Bien, merci, Ouais. Madame, de m'interpeller, mais je vais être bien honnête avec vous. C'est un plan d'action gouvernemental et c'est les différents ministères et organismes qui sont partenaires qui décident des mesures. Alors, ce n'est absolument pas moi. Je pense que la question, il faudrait l'adresser au ministère. Cependant, ce que moi, je peux vous dire, c'est que dans les travaux de la Chaire, à plusieurs reprises, on a mis en valeur l'importance des organismes communautaires dans la lutte contre la maltraitance au Québec. Alors, vous avez toute ma reconnaissance, mais ce n'est absolument pas la Chaire qui décide des mesures. Je ne peux malheureusement pas aller plus loin que ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du ministère qui souhaiterait répondre. Sinon, je pense qu'on va devoir arrêter le débat sur cette question. C'est bien correct comme ça. Merci beaucoup, Mme Beaulieu. Nous avons cependant une autre question dans le fil. Oui, je me lance. Quel est notre objectif quand un juge donne le mandat à un enfant qui vit en Colombie-Britannique par le stade perçu abusif auprès d'une personne partiellement inapte dans le but de la protéger contre un autre enfant abusif vivant avec madame et force madame à vendre sa maison et déménager hors du territoire de l'organisation contre le gré de madame. Parce que je comprends, c'est que l'enfant qui a un comportement inapproprié vit avec madame, mais celui qui s'en rend compte est à l'extérieur de la province. Alors ici, c'est quel est notre levier? Là, je vous avoue que c'est certainement des questions d'entente entre les provinces et que vous me prenez dans un champ que je ne connais pas. Alors, je voudrais bien vous répondre, mais je suis bien embêtée. Surtout que là, s'il y a la décision d'un juge dans le dossier, quels sont les leviers d'une province à l'autre? Est-ce que c'est de la Cour provinciale? Est-ce que c'est de la Cour fédérale? Je suis désolée, ça me prendrait d'autres éléments, puis il faudrait que je pose un certain nombre de questions pour pouvoir vous répondre, mais c'est effectivement le genre de cas très, très complexe. Et habituellement, ce genre de cas très, très complexe, il y a un intervenant social au dossier. Ça fait que l'idéal, souvent, c'est de passer par cet intervenant social-là pour améliorer la situation, faire valoir. Dans ces situations, c'est rare que ces clients-là ne sont pas connus de nos services. Ça pourrait être une avenue de communiquer avec l'intervenant. Alors, j'ai vu dans le chat une question sur France-Québec, comment les conceptions du droit de l'éthique orientent ou non notre réception des situations de maltraitance. Ce que je peux vous dire avant de passer la parole au professeur Beaulieu, c'est que nous avons une définition de la maltraitance dans la loi depuis 2022 seulement. Nous sommes très en retard par rapport à vous qui avez organisé la concertation, les plans d'intervention concertés et qui avez maintenant 3 plans ministériels qui se sont succédés avec des budgets tout à fait significatifs. Nous n'avons rien de tel en France. Votre ligne abus-aînés est animée par des professionnels. La nôtre, le 3977, est animée par des bénévoles qui certes ont des subventions, mais ce n'est tout de même pas du tout le même niveau d'engagement de la politique publique. Et que dire si on compare à la politique publique britannique qui a installé les plans d'action concertés depuis les années 1990. Alors, c'est vrai que quand on regarde les chiffres de l'OMS, on peut se dire, au fond, éthique ou pas, droit ou pas, on est tous en retard. La pandémie, je pense, nous a montré avec une dimension un peu terrifiante les points communs, c'est-à-dire les ombres communes, les manquements partagés qui font qu'aujourd'hui, il y a des vraies interrogations, vous le savez pour certains, autour d'une convention internationale des droits des personnes âgées, comme il en existe pour les personnes en situation de handicap et pour les enfants. Alors, au-delà de cette question d'une convention qui réglerait par un texte international cette question, je pense que effectivement les questions éthiques sont
au cœur de notre manière d'aborder les situations de maltraitance. Je ne connais pas les chiffres du Québec, mais je sais par exemple que la question genrée est en France un énorme problème. Hein, les violences sexistes et sexuelles, à la fois dans les études de médecine, d'infirmiers, les organisations restent des questions tout à fait d'actualité. Je pense que nous avons des enjeux communs sur les vulnérables, que ce soit les enfants ou les personnes aînées. Mais incontestablement, nous avons des marges de progression tout à fait, hélas, communes. Est-ce que Mme Boulier, vous vouliez compléter les propos de Mme Casagrande? En fait, je dois vous dire que cette semaine, en fait, depuis la semaine dernière, il y a une délégation française au Québec. On travaille ensemble. Ils sont 3. Aujourd'hui, Alice est avec nous, mais il y en a 2 autres qui sont là. Et on est justement dans ces grandes réflexions sur qu'est-ce que la France peut apprendre du Québec, qu'est-ce que le Québec peut apprendre de la France et comment on nomme les problèmes différemment, comment on travaille différemment, mais comment on peut aussi avoir des visions complémentaires. Alors, je pense que vous allez avoir différentes choses qui vont sortir de cette mission-là, mais ce que je peux vous dire qui, pour nous, a été vraiment frappant, et là-dessus, Alice Casagrande est toujours très modeste, là, mais au Québec, dans le premier plan d'action, on ne parlait pas de bientraitance. On l'a abordé dans le deuxième, mais la façon d'aborder nos travaux au Québec ont grandement été inspirés par les travaux en France, dont ceux conduits par Alice sur le sujet. Alors que côté terminologie, ils avaient moins d'avance que nous et dans la dernière année, ils ont fait une grande conférence de consensus et tout ça. J'ai eu le plaisir de travailler avec eux pour qu'ils puissent mener ces travaux-là, mais ils se sont donné une définition bien à eux, pas la nôtre. Donc, je pense qu'on s'influence sur des méthodes de travail, mais il faut toujours respecter nos propres contextes culturels et nos façons de poser les enjeux. Et le plus grand enjeu, je pense, dans la différence, c'est qu'en France, ils ont abordé la maltraitance à travers tout public, donc enfance, handicap, personnes adultes, personnes aînées, alors que nous, on parle vraiment de personnes aînées entre nous. Et ça me fait réfléchir, quand je travaille avec les collègues français, sur comment ça se fait qu'on n'a peut-être pas plus de dialogue avec les gens, justement, du secteur de la maltraitance envers les enfants ou même du secteur de la violence conjugale ou intrafamiliale. Donc, nous, on est peut-être plus cloisonnés par public. Il y aurait peut-être une dernière question qui a été notée dans le clavardage avant de procéder au mot de la fin. Une personne nous demande, vous avez parlé d'éthique collective. Quelles seraient les étapes pour y arriver? Qui influençons-nous dans un premier temps? Y a-t-il des stratégies plus favorables que d'autres? Alors, il faut commencer par les DG. Parce que si vous n'influencez pas les DG de SUS, si vous ne posez pas la question de la gouvernance, vous rattrapez par les exécutants des questions qui ne sont pas traitées au plus haut niveau, ce qui est un problème de démocratie. Vous ne pouvez pas demander à des auxiliaires de vie de s'intéresser à des dilemmes qui n'ont fait l'objet d'aucune préoccupation du côté des dirigeants. Et je ne dis pas ça à la légère. Il se trouve qu'en France, j'ai été engagée dans des travaux autour de l'attractivité des métiers du grand âge, des travaux successifs autour de Dominique Libaud et de Myriam El Khomri. Et donc, nous essayons de réfléchir, je crois, comme vous, à cette désaffection des métiers du grand âge. Et j'ai eu l'occasion d'interroger les responsables d'agences régionales de santé, donc les autorités de santé en France, et de leur demander, au fond, dans leur progression de carrière, à quel point ces enjeux de bientraitance étaient des enjeux qui comptaient dans leur progression de carrière. Les 3 directeurs généraux d'agences régionales de santé qui étaient présents m'ont dit « Ce sont des enjeux très importants pour nous ». Et l'un d'entre eux a ajouté « Mais nous ne sommes pas du tout évalués là-dessus ». Alors, une stratégie qui ne commencerait pas par les dirigeants me semble une stratégie un petit peu suspecte, si vous voulez. Pour autant, soyons un tout petit peu lucides. Peut-être que les directeurs généraux de SUS, c'est pas tout de suite. Alors au moins, on peut se permettre de le penser, de leur en parler, de leur dire est-ce qu'il n'y aurait pas pour vous un intérêt à être en train de débattre? Parce qu'après tout, ce sont des êtres humains aussi et ils ont des dilemmes et des arbitrages. Mais peut-être faut-il au moins poser qu'il y a, avant d'entamer une démarche éthique avec les intervenants de terrain, des fondamentaux qui doivent être débattus et qui doivent faire partie d'une culture d'entreprise. Alors peut-être non pas comme l'application d'une charte automatique, mais comme finalement une véritable réflexion dès la formation initiale pour que la gestion
ne soit pas un exercice qui soit détaché des questions de valeur. Je n'ai absolument rien contre le fait que les valeurs du soin, les valeurs du travail social soient vivantes, soient débattues, soient en question, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'incomplet si on ne commence pas par les équipes de cadres, de gestionnaires de cas, et par conséquent, pour moi, une stratégie cohérente commencerait par là. C'est très intéressant, puis c'est drôle que la dernière question était sur l'éthique collective, parce que c'est ça que je retenais tout à l'heure en me disant, c'est pas une éthique, c'est l'éthique collective. Oui, ça doit être porté en haut lieu. Au Québec, on est vraiment sur la bonne voie avec l'obligation de par la loi que chaque établissement adopte une politique. Maintenant que cette politique-là soit transmise et validée au ministère, donc on est vraiment sur la bonne voie. Madame Beaulieu puis Madame Casagrande, on vous remercie beaucoup parce que l'éthique, ce n'était pas nécessairement probablement un sujet qui était facile à aborder, quoique on ne s'en sort pas de l'éthique, surtout dans nos situations complexes. Il ne peut pas avoir une solution simple à une situation complexe. Et fondamentalement, mes collègues coordonnatrices et moi, on pense qu'il y a des pistes de solutions d'abord pour se sortir du ressac ou pour partager une prise de décision collective en l'abordant par une perspective éthique. Donc, vous nous avez rendu ça beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant et on vous remercie beaucoup. À tous les participants, vous étiez nombreux, à un moment donné, on était au-delà de 500, quelques 517 et plus. On vous remercie. Je vais mettre dans le lien de la conversation le raccourci pour le questionnaire forme. Merci de le compléter